Bonjour et merci de nous rejoindre. Aujourd'hui, Stop Intox. Dimanche matin, sur le salon, vous le voyez derrière moi, il y a déjà du monde. Ce salon international de l'agriculture suscite toujours beaucoup d'engouement. 1% de la population française le visite chaque année. De mémoire, c'est le salon le plus visité de France. Aujourd'hui, le sujet que nous abordons avec Stop Intox consacre l'innovation. Alors, je sais que circulent dans l'opinion des images un peu surannées, compassées de l'agriculture. Non, l'agriculture, c'est le terrain de l'innovation, c'est le terrain de la nouveauté. Nous allons parler aujourd'hui de NBT, New Breeding Technology. Alors, ce ne sont pas des OGM, on va en parler. On va évoquer la question des semences. Tout le monde comprend intuitivement que les semences, c'est le point de départ. Vous voyez, nous sommes ici chez SEMAE, toutes les semences pour demain. Toutes les semences pour demain, c'est l'interprofession des semences et des plants. Et je remercie Pierre Pagès de nous accueillir comme chaque année sur le stand. Vous êtes président de SEMAE, vous êtes vous-même agriculteur. Oui, Pascal, je suis très heureux de vous accueillir ici, comme tous les ans, sur le plateau de la filière semencière. Et vous disiez toutes les semences pour demain. On a l'habitude de dire que tout commence par les semences. C'est le premier maillon de la production agricole et quelque part de l'alimentation. Vous êtes également agriculteur donc dans le département du Gers. Oui. Et puis vous êtes le vice-président d'une coopérative qui s'appelle Euralis. C'est ça. À côté de vous, Gilles Rivière-Wechstein, journaliste, chercheur, agriculture et environnement, c'est le nom de votre lettre. Puis on vous lit très régulièrement sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Et puis il nous fallait aussi un acteur du terrain. Alors c'est le plus connu des agriculteurs de France que nous avons là. C'est la question qu'on se posait ce matin, c'est de savoir qui est à côté de François Arnoult. De temps en temps, le président de la République, enfin une fois par an, hein, c'est à peu près ça. Vous étiez avec lui hier, et vous allez nous dire très simplement quelle a été la nature de votre échange. Mais on avait besoin d'un homme de terrain. Vous-même, vous travaillez sur les semences et vous éprouvez les difficultés liées à l'accès à l'innovation. C'est le premier point que je voudrais évoquer avec vous, Pierre Pagès. On le dit, la semence, c'est le point de départ. Le titre de l'émission, c'est « Est-ce que nous sommes menacés d'un hiver technologique ?» Parce que tout le monde comprend naturellement que la science sert à l'agriculture, et notamment aux semences, aux plants. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, nous avons toutes les chances de réussir dans ce domaine ? Alors en tout cas, si on ne les a pas, on essaie de se les donner. Je crois qu'il faut peut-être replacer, recontextualiser. Les semences, c'est avant tout, vous l'avez dit, un secteur d'innovation. On investit 11% du chiffre d'affaires global de la filière dans la recherche, ce qui est plus que ce qui se fait en pharmacie par exemple. Donc on est d'abord un secteur d'innovation et cette innovation, elle est au service des agriculteurs, de la production agricole, de l'alimentation. Et d'abord sur la production, on doit assurer des volumes de production et c'est par le progrès génétique et par l'augmentation de la production que permet ce progrès génétique qu'on y arrive. Mais c'est aussi, et ça c'est plus nouveau, un outil qui nous permet d'accélérer les transitions auxquelles on a à faire face, notamment sur l'environnement et sur l'eau, et les semences et la génétique est aussi un outil pour aborder pour les agriculteurs ces transitions. Si je vous dis les semences ont toujours évolué, j'imagine qu'on ne cultive pas aujourd'hui de la même façon qu'au XIVe siècle. Pourtant, on cultive les mêmes choses. Qu'est-ce qui a changé? D'abord, est-ce que la nature produit elle-même de l'évolution? Oui, alors... Je veux qu'on qualifie le mot évolution. Est-ce que c'est dangereux ou pas? Alors, la nature, elle a toujours produit de l'évolution. Ouais. Les espèces ont évolué, les espèces ont changé, les espèces se sont adaptées. Je crois que c'est ça qu'il faut aussi retenir. On a à faire face aujourd'hui à un réchauffement climatique qu'on doit aborder, qu'on doit savoir aborder, mais des évolutions du climat, il y en a eu dans l'histoire et les plantes ont cette capacité à s'adapter. Et ce qu'on essaie de faire, et c'est le premier maillon de l'innovation, c'est de s'appuyer sur cette capacité d'adaptation des plantes pour les faire évoluer vers des caractéristiques qui nous vont bien sur la production, mais aussi maintenant sur une meilleure adaptation au milieu. Et ça, les plantes, elles savent le gérer. Mais il faut qu'on puisse... L'hybridation est dans la nature. Alors, ça a été une étape sur le maïs. L'hybridation, elle est arrivée en France au sortir de la guerre. En fait, ça a permis quasi de doubler, voire tripler la production de maïs à l'hectare. Donc, c'est essentiel quand on veut parler de production, de suffisance de production pour l'alimentation. De souveraineté. Et de souveraineté, bien évidemment. Ouais.
Alors, on fait tourner la parole, Gilles Rivière-Wechstein. Est-ce que, comme on le sous-tend là dans le titre de cette émission d'aujourd'hui, il y a une menace d'hiver technologique en France? Alors, c'est difficile à répondre. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on va avoir affaire à une triple révolution. Et ça, c'est incontournable. Ce sera dans le monde entier. Cette triple révolution, il y a déjà 2 domaines que les gens connaissent bien. C'est la robotique. Aujourd'hui, on fait avec des robots ce qu'on était incapable de faire il y a encore 10 ans. Et ça va évoluer de manière considérable avec une précision inattendue. La deuxième révolution, c'est celle qu'on voit dans le domaine du numérique avec ChatGPT. Ça va avoir des conséquences colossal pour le monde agricole. Et puis la troisième révolution, c'est effectivement la révolution des biotechnologies. Alors on a eu un petit avant-goût, mais vraiment un très faible avant-goût avec ce qu'on a appelé les OGM, avec une technique supplémentaire qu'on a donnée aux sélectionneurs, qui était celle de pouvoir prendre un gène d'une espèce et la mettre dans une autre espèce, la transgénèse. Là, les NGT, ça n'a rien à voir. C'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus révolutionnaire. Ça va vraiment permettre de travailler le génome de manière beaucoup, beaucoup plus précise, mais de manière avec beaucoup plus d'implication. Vous mettez ces 3 révolutions ensemble, ça va vous façonner l'agriculture de demain et d'après-demain. Donc pour la France, c'est très simple. Soit on adopte ces 3 révolutions, on les saisit. Si on ne le fait pas, oui, ce sera plus qu'un hiver, ce sera la fin de l'agriculture, parce que l'agriculture de demain, elle sera composée de ces 3 révolutions. François Arnoult, vous qui êtes le praticien, même si nous avons un deuxième agriculteur, vous et moi, Gilles, nous sommes des observateurs, peut-être des amateurs éclairés, mais nous avons des professionnels avec nous. Comment est-ce que vous vous y prenez? Tiens, tout simplement, question basique comme ça. Comment vous vous y prenez, puisque c'est votre travail aussi, la reproduction? Alors, on commence par semer donc au printemps pour les espèces maïs tournesol, donc des lignées mâles et des lignées femelles, avec des protocoles bien précis pour encadrer la floraison, pour qu'il y ait du pollen tout le temps pour la fécondation. Donc ça, c'est le premier point. Je dirais qu'aujourd'hui, les protocoles, les semences sont de qualité, je dirais que globalement, ça va. Où ça se complique ensuite, c'est pour la conduite de la culture et notamment tout ce qui est gestion des mauvaises herbes. Parce qu'on a une obligation de résultat aujourd'hui dans les semences, enfin aujourd'hui comme de tout le temps, une obligation de résultat, donc des plantes qui germent, qui sont indemnes de mauvaises herbes, et donc là, et puis une obligation de rendement également. Et pour ne pas impacter ce rendement, on doit avoir des parcelles nickel, c'est-à-dire sans mauvaises herbes, sans adventices, et c'est là où ça se complique depuis quelques années, parce qu'en fait, on a moins de moyens de production pour les détruire. Aujourd'hui, on a très peu de produits phytosanitaires, et c'est pas un gros mot, c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin, médicaments des plantes, pour que les lignées, qui sont déjà très fragiles, puissent s'exprimer le mieux possible pour faire une bonne production. Parce que vous rencontrez des obstacles dans ce domaine? C'est ce que vous nous expliquez? Exactement, parce qu'on a de moins en moins de moyens de production. Il y a des interdictions de produits phytosanitaires. Alors attendez, les moyens de production, vous précisez, parce que tout le monde ne sait pas, les moyens de production, c'est l'eau, c'est les traitements? Alors là, j'évoque les traitements, les produits phytosanitaires, mais c'est effectivement aussi l'accès à l'eau. Donc quand on parle de stockage de l'eau, eh bien c'est une espèce d'assurance de résultat, c'est-à-dire qu'on a de l'eau quand on en a besoin pour les plantes, pour les maïs en l'occurrence, ou pour les tournesols. Eh bien là, c'est important de pouvoir les nourrir. Une plante sans eau ne pousse pas. Et encore une fois, ce sont des plantes qui sont plus fragiles parce qu'elles ont des systèmes racinaires, moins de racines, et il faut absolument les biberonner en permanence en termes d'eau. Donc plusieurs impasses. C'est durant la culture, c'est le manque de produits phytosanitaires qui nous sont supprimés sans solution. Et puis après, c'est évidemment pouvoir d'utiliser l'eau, de la stocker au bon moment, pour l'avoir au bon moment. Alors Pierre Pagès, moi quand je parle de la filière semences, on me dit en général excellence française. C'est vrai? Oui, c'est une réalité. Premier exportateur mondial de semences, semences de grande culture. C'est important? C'est capital? C'est capital parce que ça veut dire que d'abord on a un savoir-faire qui est reconnu. On a une filière qui est forte, une filière qui sait évoluer aussi parce que c'est une position qui n'a pas bougé en fait et qu'on ne perd pas. La deuxième chose, c'est 1,3 milliard d'euros d'excédent de balance commerciale. Et là encore, c'est un excédent qui ne baisse pas encore. On a encore battu le record cette année. Donc c'est de fait une filière d'excellence, mais c'est fragile. Ce n'est pas une situation qui est acquise. Et François parlait des moyens de production. Il faut qu'on soit extrêmement vigilant
à la fois sur la capacité qu'on a à pérenniser la production chez les agriculteurs, mais qu'on se dote aussi des outils d'innovation pour nous permettre d'évoluer et de rester dans ce concert mondial. Un dernier point, le secteur des semences, ce n'est pas un secteur qui se limite aux bornes de l'Union européenne, c'est un secteur qui est mondialisé et qui est en pleine concurrence internationale. Qui sont vos concurrents principaux? Les concurrents principaux, c'est pas tant les États-Unis qui sont les premiers vecteurs de technologie en termes de commerce de semences, ils travaillent surtout pour leur marché domestique, mais on a des concurrents qui sont, si on regarde en partant de loin, en se rapprochant, l'Inde, la Chine sont potentiellement des grands concurrents, et plus proche de nous, l'Ukraine, quand on parle de maïs. L'Ukraine est passée en 3 ans de 0 à presque 10% de part de marché sur l'Union européenne en semences de maïs. Vous avez donc aujourd'hui toutes ces questions qui s'opposent à d'autres secteurs, vous avez à les traiter, l'accès à l'innovation. Gilles Rivière, nous sommes le pays du principe de précaution. Est-ce que dans ce domaine, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, c'est un domaine qui inquiète, parce que dès qu'on évoque la recherche en France, on voit des blouses blanches. On a une tendance à médicaliser la recherche, alors qu'en réalité, c'est l'histoire du monde. Est-ce que le principe de précaution, est-ce que l'état d'esprit en France change? Alors, est-ce que le principe de précaution nous interdit de rechercher? Mais est-ce que l'état d'esprit change? Parce que je constate que nous sommes toujours premiers. Alors, soyons clairs, le principe de précaution n'est pas vraiment un obstacle à la recherche. C'est clair. Moi, ce que je constate surtout, c'est qu'on est au bout d'un cycle, je dirais. Depuis une vingtaine d'années, la pensée dominante en France, mais pas qu'en France, en Europe, voire même dans le monde, elle était très très marquée par la pensée de l'écologie politique, dans toutes ses variations différentes. On pensait écologie. Et donc c'était l'écologie, c'était sauver la planète qui était finalement la chose la plus importante, qui était mise en avant et qui faisait les politiques, de droite comme de gauche. Et tout le monde avait adopté toute la sémantique de l'écologie politique, la sobriété, la transition, etc. Ce cycle, pour moi, ce que j'observe, je pense qu'il est terminé, c'est fini. Nous sommes dans une période de rupture, je dirais même rupture ontologique. Vous pouvez mettre tout ça presque à la poubelle. Aujourd'hui, ce qui est la matière première du politique, la matière première des décisions politiques, c'est la compétitivité. On le voit partout dans le monde. Et la France n'échappe pas à cette question-là. Alors justement, je prends comme exemple tout le débat en coulisses sur les fameuses NGT, sur ces New Breeding Technologies, qui est très intéressant. Parce que, rappelez-vous quand même, Pascal, le seul continent qui a interdit les OGM, c'est l'Europe. Et c'était la Commission européenne à l'époque, avec l'appui d'abord de la France. Alain Juppé, Jacques Chirac d'abord, ensuite l'Europe. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que l'Europe, sur les dossiers des NGT, veut absolument avancer. Elle veut trouver un compromis. Elle veut pouvoir donner accès. Et comment vous expliquez ce changement de pied là? Parce que les Européens ont compris qu'ils étaient passés à côté? Non, mais c'est très simple. On est devant la pire crise économique de l'histoire de l'Europe aujourd'hui. On décroche dans tous les domaines. Et l'écologie politique a apporté des freins, pas simplement dans le domaine agricole. Regardez tout ce qui se passe dans tous les autres secteurs de l'industrie, même du bâtiment. Toutes les normes qu'on a sur les bâtiments, par exemple, on accroît massivement le coût de la production. Et aujourd'hui, on ne peut plus produire à des coûts compétitifs. Et dans tous les domaines, nous sommes en train de décrocher. Donc l'écologie politique, il faut bien voir, c'est à la base de l'écologie politique. Le but de l'écologie politique, c'est la décroissance. Et ils nous ont imposé une décroissance industrielle et agricole pendant 20 ans. On est en train de le payer. On le paye socialement, on le paye par une crise économique, on le paye par une crise de pouvoir d'achat. Les responsables politiques sont en train de se rendre compte qu'effectivement, on ne peut pas continuer comme ça. Et donc, il y a un changement de logiciel qui est en train d'avoir lieu chez les responsables politiques. Alors, Pierre, et après je reviens vers vous François, mais les NBT, New Breeding Technology, à la différence des OGM, dans les OGM, si j'ai bien compris, on ajoute un caractère extérieur, mais dans ces nouvelles technologies, on va travailler sur les caractères naturels de la plante et renforcer ce qui doit l'être, c'est ça? Exactement, et surtout raccourcir le temps de sélection. Aujourd'hui, pour créer une variété, il faut une dizaine d'années. Avec ces outils-là, on doit pouvoir raccourcir ce temps, et c'est important quand
on a à faire face à des enjeux, notamment si on parle de la suppression de matières actives. La génétique peut amener des solutions par rapport à ça. C'est-à-dire matière active, ça réduit l'usage des intrants. On peut réduire l'usage des intrants. On peut aussi avoir des plantes qui sont mieux adaptées ou qui vont mieux utiliser l'eau qui est disponible dans le sol. Et ça, cette capacité, on peut l'avoir plus rapidement, mais encore faut-il qu'on ait un cadre juridique qui nous permette de le faire. Et vous ne l'avez pas ? Aujourd'hui, on ne l'a pas, puisque l'Union européenne ne l'a pas défini. Je voudrais juste dire, le N de NGT, c'est New. Ouais. Ces technologies-là, il faut arrêter de dire qu'elles sont nouvelles. Emmanuel Charpentier, l'édition génomique, c'est le début des années... Les ciseaux moléculaires. Les ciseaux moléculaires, c'est le début des années 2010. Ouais. Pendant que l'Union européenne, puisqu'on n'a pas de cadre juridique aujourd'hui, il n'y a pas de texte, le texte est en cours de travail. Conception, de rédaction. Non, il est rédigé, on a une proposition de la présidence polonaise, mais maintenant on a besoin d'un accord d'une majorité au niveau de l'Union européenne pour valider le texte au niveau du Conseil. Le Parlement l'a déjà validé, le texte. Je disais d'ailleurs au président de la République hier, on a non seulement besoin que la France se positionne de façon favorable, et ça c'est déjà fait, mais on a aussi besoin que la France s'implique pour trouver une majorité pour faire valider ce texte et le faire vite. Vous pensez qu'on l'aura ? Oui, je pense. Oui, par rapport à ce que vient de dire Gilles, je crois qu'il y a une prise de conscience aussi de la nécessité de tout ça. Mesurons quand même que... pendant que nous, on réfléchit à quel cadre on va mettre en place, les autres régions du monde, les États-Unis, la Chine, l'Inde, sont en train d'investir massivement sur ces technologies-là et avancent. Donc chaque jour qui passe nous fait perdre du temps, nous fait perdre l'avance technologique qu'on pouvait avoir et nous fait perdre de la compétitivité. D'accord. Alors, un espoir, donc, que les choses avancent assez rapidement. Tout à l'heure, je veux revenir un peu en arrière parce que vous avez parlé d'IA, d'intelligence artificielle. Vous pouvez m'expliquer en 2 mots en quoi l'intelligence artificielle peut soutenir l'innovation dans le domaine qu'on évoque ? Mais c'est un champ ouvert qui est gigantesque. En fait, c'est le traitement. Pour faire simple, l'intelligence artificielle, ce n'est rien d'autre que le traitement de data. En réalité, des données et des calculateurs. C'est des données et des calculateurs. Ouais. On a de plus en plus de données et le monde agricole dispose de données énormes sur plein de choses, le sol, les intrants, les semences, etc. Et puis c'est des machines qui sont capables de faire des calculs, y compris des calculs de probabilité, ce qui est très nouveau, c'est ça, surtout ça l'intelligence artificielle, des calculs de probabilité pour pouvoir finalement faire du sur-mesure. Donc on pourra avoir par exemple, pour chez François, il donnera les données de ce qu'il a exactement comme terre, etc. Et ensuite, on lui fera une semence. On pourra lui faire une semence adaptée au cas de François. Je ne parle pas de demain matin, hein, mais si vous voulez, de la même manière que quand vous allez faire vos achats chez Monoprix, par exemple, on aura tout ce que vous avez déjà acheté et on vous dira où il faut aller acheter vos produits et la probabilité pour laquelle vous allez prendre ce produit-là. Donc l'intelligence artificielle plus la robotique, il faut prendre ça en considération. La robotique, c'est-à-dire que François n'aura même plus besoin d'aller sur son tracteur. Il aura des petits drones qui vont se balader pour pouvoir mettre la semence où il faudra la mettre. Et puis donc on est au bord d'une véritable révolution dans les 10, 15, 20 prochaines années. Alors d'abord, je pense que François montera toujours sur son tracteur, parce que c'est pas seulement un jouet, c'est un outil de travail. Je pense qu'il y a un plaisir, non, à faire votre boulot. Ouais. Ah oui, vous êtes heureux d'être là, non ? Il y a un réel plaisir d'être sur le tracteur. Par contre, il y a aussi un réel plaisir d'utiliser toutes ces technologies pour justement apporter les bonnes doses, par exemple, au bon endroit. J'avais une question pour vous, parce que je sais que vous êtes du sud Vendée. Évidemment, je regarde la météo, comme tous les Français. Il a beaucoup plu. Est-ce que donc les sols doivent être très humides ? Est-ce que cette année, vous avez rencontré des difficultés particulières ? Et est-ce que vous avez le sentiment que la technologie peut vous apporter quelque chose dans ce domaine ? Alors, effectivement, il a beaucoup plu parce qu'en fait, on a eu le double de la pluviométrie d'une année sur une année. Donc ça, c'est vraiment excessif. Et oui, la technologie nous aide par rapport à ça, doit nous aider par rapport à ça. Alors quand Gilles dit, voilà, il y aura le champ de François, et les conditions de culture, la météo, la nature des sols, etc., tout ça va intervenir pour faire un produit sur mesure pour vous. Oui, encore faudra-t-il, pour rebondir sur la robotique, c'est d'avoir le matériel quand même qui permet d'utiliser ces produits
vraiment de façon très pointue. Je pense par exemple, je reviens toujours à mes produits phytosanitaires, aujourd'hui et demain on va avoir donc des appareils qui vont nous permettre de mettre la petite goutte de produit là où il faut sur la mauvaise herbe qui n'est pas partout dans le champ. Alors ça par exemple je l'ai testé cette année avec des applications vraiment très ciblées et ça nous permet de réduire par exemple les produits de l'ordre de 50, 60, 70% parce qu'on veut vraiment la petite dose au bon endroit. Sauf que et c'est là où je rebondis par rapport au pas de temps que Pierre évoquait, c'est qu'il y a urgence parce qu'on nous interdit les produits aujourd'hui. Vous avez un exemple à citer là? Alors, il y a tout ce qui est désherbage, hein, que je parlais, donc d'herbicides pour détruire les mauvaises herbes. Éliminer la concurrence. Éliminer la concurrence. Ouais. Et là, on peut avoir des applications, mais il y a urgence parce qu'en fait, d'un côté, on nous interdit les produits, mais très vite, on va avoir, et on l'a déjà pratiquement, le matériel qui nous permet de réduire ces produits. Sauf que ce qui va se passer, c'est qu'on aura le matériel pour appliquer ces produits, mais on n'aura plus les produits. Donc c'est là où il y a vraiment urgence à le faire. Et je voulais prendre un autre exemple pour rebondir par rapport au principe de précaution. Donc on nous a interdit il y a 3 ans un produit qui permettait d'accélérer la maturité du tournesol semence par exemple. C'était le fameux Reglone pour ne pas le citer, un défoliant. C'est ça le défoliant. Un défoliant, ouais, c'est ça, qui nous permettait de récolter notre tournesol sur un temps très rapide à la fin de l'été, avant les mauvais jours, avant les mauvaises conditions. Bon, jusque-là, on a vu qu'on pouvait s'en passer parce qu'on a eu un automne plutôt clément. Sauf que pour rebondir par rapport à... C'est-à-dire sec. Sec, voilà. Sec. Le problème, c'est l'humidité. Et donc, pour rebondir à votre question sur justement l'excès d'humidité qu'on a eu en 2024, dès le 15-20 septembre, il s'est mis à pleuvoir sans arrêter. On n'avait plus ce produit-là. Eh bien, nos tournesols ont plus ou moins, tournesols semences, ont plus ou moins pourri sur le champ. C'est ça, voilà, ils n'ont pas eu le temps de sécher. C'est ça, ils n'ont pas eu le temps de sécher, on avait plus ce produit, et comme en France, surtout en France, parce qu'on a la machine européenne qui nous prend les normes, et la machine française qui, elle, nous surtranspose. Et donc, dans cette France, avec le principe de précaution notamment, eh bien, on n'avait plus ce produit, ce qui fait que les tournesols, les semences de tournesol ont pourri plus ou moins sur place, et ça nous fait perdre de la compétitivité par rapport à cette filière d'excellence que nous avons sur la France. Et là, c'est vraiment un exemple typique où c'est soit 0, soit 1. C'est-à-dire soit interdiction, c'est binaire. Voilà, c'est binaire. Et évidemment, ça ne marche pas parce qu'il faut pouvoir s'adapter. On a la chance d'avoir un pays avec une géographie très diverse. Vous êtes du Gers. Il a beaucoup plu. Dans le Gers, cette année aussi. Nous aussi, on a été bien. Bon, il y a un climat méditerranéen au sud, un climat atlantique sur les côtes, et puis des variations. C'est vrai qu'on vit un peu dans l'imprévisibilité aujourd'hui. Il y a une autre question que je voulais évoquer avec vous, Pierre Pagès, qui est celle de la récompense. Quand on innove, il faut être récompensé. Il faut, quand on a des brevets, enfin quand on a trouvé quelque chose, il faut le breveter. Et le brevet, ça doit rapporter quelque chose. Il y a un enjeu autour de ça? Oui, ça a été un des enjeux importants de la réglementation autour des NGT. Comment, en définitive, on va pouvoir protéger l'innovation, parce qu'on a une obligation de protéger l'innovation et de la rémunérer. Il n'y a pas d'innovation sans rémunération de l'innovation. C'est illusoire de penser qu'on va mettre en place des nouvelles technologies sans qu'elles soient rémunérées. Ça veut dire qu'il n'y aura plus d'investissement sur la recherche et c'est un frein majeur. Derrière ça, il faut que cette rémunération elle soit d'abord juste. Il ne faut pas non plus qu'on tombe dans l'excès inverse où les producteurs d'innovation confisquent ces innovations et se servent de ça pour arriver à confisquer la valeur sur le marché. Quand on passe à une économie de la rente. C'est une économie de la rente, absolument. Donc voilà, il faut qu'on arrive à trouver le juste milieu par rapport à ça. Et c'est aussi un des volets qu'on a eu beaucoup de mal à installer dans la réflexion sur la réglementation sur les NGT. Et après, il faut qu'on ait une transparence, et on a toujours défendu ici à CMAE la transparence sur les méthodes d'obtention. Quand on met à disposition des agriculteurs des variétés, je ne parle pas de traçabilité, je parle de transparence, ça c'est pas la même chose. Les utilisateurs doivent savoir comment elles ont été obtenues pour qu'ils puissent faire ces choix. Et cette transparence-là, on l'a besoin aussi parce que
La sélection variétale, en fait, elle est basée sur les variétés existantes. En fait, on redémarre la sélection sur ce qui existe déjà. Si un sélectionneur, il ne sait pas que dans ces variétés-là, il y a des technologies qui ont été mises et qui sont protégées, il peut se retrouver à devoir soit pas pouvoir les utiliser ou devoir payer des sommes. On rentre dans cette économie de rente et c'est bien ça qu'il faut qu'on arrive à clarifier, à codifier. Encore une fois, on a besoin que ces technologies-là soient protégées, qu'elles soient rémunérées, mais dans un cadre de façon raisonnable et transparent. Et vous discutez de ça avec qui est le protecteur? Alors, le garde du corps. Le garde du corps, c'est l'Office européen des brevets. On est en train de discuter avec eux pour la façon dont c'est appliqué. Parce que le cadre existe déjà, mais après, c'est la mise en application du cadre. Et après, c'est dans le règlement. Comment on va introduire dans le règlement ou en parallèle du règlement cette notion de brevetabilité. Alors, il y a toujours un frottement concurrentiel. Il y a une période de rapport de force. Celui qui a le brevet veut en tirer le meilleur prix. Mais en même temps, puisqu'on est sur un sujet qui est celui de la souveraineté alimentaire, enfin, on produit l'alimentation des hommes là. C'est pas des ordinateurs ou des téléphones portables. Il y a aussi l'enjeu de diffusion de l'information, de l'innovation. Après, si on a un système de brevet qui est équilibré, transparent et raisonnable, on sait le gérer. Je veux dire, toute l'innovation, quels que soient les secteurs, a été gérée à travers des brevets. Et on a une diversité en France, notamment d'opérateurs. La création variétale, c'est pas seulement 3 ou 4 méga-entreprises qui font ça. Oui, en France, c'est 70 entreprises qui font de la création variétale. Et sur les 70, on a effectivement les grands semenciers internationaux, Bayer, Corteva, etc. On a aussi des petites entreprises locales, régionales, qui sont sur des espèces bien particulières. On a aussi des artisans semenciers qui sont aussi des pourvoyeurs de technologies, d'innovation. Bien sûr. Et il faut qu'on arrive à garder cette diversité-là. Parce que quand on parle de diversité, c'est aussi la diversité des acteurs qui est importante. Bien sûr. Alors plus il y a d'acteurs, plus il y a de concurrence, plus il y a de frottement concurrentiel. Plus il y a de modèles différents et de diversité, plus il y a de possibilités de choix. Finalement, Gilles, l'innovation qu'on aime bien, qu'on soutient, elle, quand parfois elle disparaît parce qu'il y a le vent de face des courants politiques hostile, l'innovation finit toujours par revenir. De toute manière, il y a des révolutions technologiques pour lesquelles on ne peut pas arrêter. On n'a pas pu arrêter Internet, c'est impensable. On ne peut pas arrêter ChatGPT, l'intelligence artificielle, c'est impensable. De la même manière, il est absolument impensable de penser qu'on pourrait arrêter la révolution que va apporter cette nouvelle technique de sélection variétale. C'est un fait. Simplement, la question, c'est comment s'en saisir. Moi, le message que j'ai... Comment est-ce que ça reste français aussi, moi, non ? Le message que j'ai au monde agricole, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de sortir de la matrice culturelle de l'écologie politique. On va rentrer dans une nouvelle matrice culturelle, celle de l'innovation, celle du progrès, celle de la compétition et donc la compétitivité, celle de la réalité économique. Et ça, aujourd'hui, il faut s'en saisir et il faut véritablement faire en sorte qu'il y ait des traductions politiques de ces sujets-là pour le monde agricole. Ça vous met le moral, ça ? Parce que je vous ai déjà vu plus abattu, moins joyeux. C'est vrai, tout à fait, et on est conscient de toutes ces avancées et effectivement ça nous redonne le moral parce qu'on voit qu'on va avoir des outils complètement fous d'une puissance extraordinaire qui vont pouvoir nous aider. Et pour répondre à la question tout à l'heure, quand j'ai eu le président hier et la ministre, je lui ai dit 2 choses. C'est d'arrêter d'interdire parce que vraiment ça suffit. Donc là c'est stop à l'écologie politique. Que le mot production redevienne dans toutes les bouches. C'est le cas. Et c'est le cas. Donc ça fait plaisir parce que c'était un mot qui était tabou il y a quelques semaines ou il y a quelques mois encore. Et je pense que tout ce qu'on a fait depuis 1 an, les uns et les autres, fait qu'à un moment donné, ce mot-là redevient d'actualité. Donc plutôt croissance que décroissance. Par contre, la deuxième chose que je lui ai dit, c'est allons très vite. C'est-à-dire qu'on a besoin de cette technologie, mais il y a urgence parce qu'on a pris déjà beaucoup de retard. Il faut rattraper ce retard, il faut être dans la course parce qu'à côté de nous, ça va très vite. Vous avez 40 secondes pour conclure, Pierre. La rapidité, alors elle ne s'applique pas qu'au monde de l'agriculture. C'est vrai dans l'industrie, c'est vrai partout. Aujourd'hui, le monde est dominé par les rapides. On a besoin de capacités d'adaptation. On a les outils, il faut maintenant qu'on puisse les utiliser. C'est vraiment ça qui est important et je crois que ces outils-là, ils vont nous permettre
de faire face à ces adaptations-là, tout en gardant, il y a un sujet dont on ne parle jamais ou dont on ne parle plus maintenant, c'est la capacité de production. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Il faut qu'on continue à produire et qu'on continue à produire en quantité avec une adaptation aux nouveaux enjeux qu'on a, le climat, tous les enjeux de l'environnement. Bien sûr. Et ça, il n'y a qu'une seule voie pour arriver à maîtriser ces enjeux-là, c'est l'innovation. On n'y arrivera pas s'il n'y a pas d'innovation. Merci messieurs, c'était passionnant. Vous retrouverez cette émission sur Internet et puis vous allez en retrouver quelques séquences sur Twitter, sur X, ça s'appelle X maintenant, et puis sur les réseaux sociaux. Demain, nous nous retrouvons au même endroit. Nous allons parler de l'alimentation qui est une arme géopolitique. C'est pas très loin de notre sujet. Quand on tire le fil, en réalité, on voit qu'il y a des rapports de force, mais au fond, remplir l'assiette de la génération d'aujourd'hui et de celle qui vient, ça reste un enjeu de maîtrise de sa propre souveraineté. Merci, bon dimanche et à demain.